Bon, alors donc dans cette vidéo, on va démontrer cette formule-là, hein, donc l'accélération dans le cas d'un mouvement circulaire. Alors il faut connaître plusieurs notions. Alors la première notion, c'est les longueurs d'arc de cercle. Alors ici j'ai un cercle et donc je cherche le périmètre, hein, la longueur du périmètre. Hein, voilà. Et bien vous savez que L, ça fait 2πr. D'accord, la longueur de tout ça, la longueur du cercle entier, c'est 2π fois r, r étant le rayon. Alors maintenant, la longueur de l'arc de cercle entre là et là, hein, donc c'est la moitié du cercle, je fais la moitié de ça, hein, donc ça fait πr, hein, π fois r. Maintenant, j'ai un quart de cercle, donc c'est la moitié de ça, hein, donc ça fait π sur 2 r. Et maintenant, j'ai un angle quelconque. Hein, j'ai un angle quelconque. Alors, qu'est-ce qu'on voit, hein, qu'est-ce qu'on remarque ici 2π, c'est l'angle correspondant à un tour. Pi, c'est l'angle correspondant à une moitié de tour. Pi sur 2, ça correspond à 90 degrés. Donc ici, pour trouver cette longueur d'arc, hein, par analogie avec ce qu'on a fait précédemment, il suffit de multiplier l'angle en radians, hein, parce que ça, c'est des radians, hein, l'angle en radians, fois r. D'accord ? Donc les longueurs d'arc, eh bien c'est le rayon fois l'angle correspondant en radians. D'accord ? Alors, maintenant, j'ai ce cas-là, j'ai un point M qui se déplace, hein, j'ai un point M qui se déplace, donc le point M à un moment donné il se retrouve ici, hein, cette position-là, point M1, et puis après cette position-là. Et ce que je cherche, moi, c'est la longueur d'arc parcourue entre ces deux moments, entre M1 et M2. Je cherche cette longueur d'arc. Alors cette longueur d'arc, comment je vais l'appeler ? C'est L2 moins L1, c'est-à-dire que je vais l'appeler delta L. Delta L. Bon, je vais appliquer cette formule. Hein. Delta L, c'est égal à quoi ? C'est égal à l'angle correspondant. Alors l'angle correspondant, eh bien c'est θ2 moins θ1, c'est-à-dire c'est cet angle-là, ici. C'est l'angle delta, hein, c'est une variation d'angle, c'est l'angle delta θ fois R. Donc voilà, pour trouver des longueurs d'arc, eh bien, parcourues par un point M, eh bien, c'est cette formule-là. Donc, delta L, c'est la distance parcourue par le point M, et delta θ, c'est l'angle balayé par le rayon, hein, portant le point M. Voilà. Bon, alors voilà, ça c'est la première notion. Alors maintenant, la deuxième notion qu'il faut connaître, c'est la notion de vitesse angulaire. Donc je reprends ce qu'on a pris précédemment, et ce que je fais, je divise tout par delta T. Delta L, je recopie, hein. Donc je divise par delta T, hein, delta T, voilà, delta θ divisé par delta T, voilà. De part et d'autre de l'égalité, je divise par delta T. Alors le delta T, je le laisse ici, hein, voilà. Alors, ça, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est la vitesse instantanée, quoi, c'est là. Alors, et ce que je fais maintenant, je prends deux points très très proches. Hein, je prends deux points très très proches. Hein, donc du coup, delta t tend vers 0. Hein, donc je vais prendre delta t tend vers 0. Et donc du coup, je vais écrire dl. Alors, si delta t tend vers 0, à ce moment-là, les variations, on les note avec un petit d. Hein, donc delta t, dt et dl. Donc dl sur dt est égal à dθ sur dt fois r. Alors ça, on a vu ce que c'est en fait. Hein. Ça en fait, c'est la dérivée de la fonction L par rapport au temps. Hein. Et ça nous donne bien sûr la vitesse instantanée. Hein. Ça c'est la vitesse instantanée en mètres par seconde. Et ça c'est nouveau. Donc ça c'est ceci, ça représente une vitesse, mais une vitesse angulaire. Donc ça c'est des radians. Ça c'est des secondes. C'est 2 secondes. Alors ça se note oméga, hein, comme ça, la vitesse angulaire. Ça se note oméga, donc c'est des radians par seconde. Hein, radians par seconde, voilà. Ça, c'est des mètres par seconde. Et fois R, hein, V égale oméga R. Et on précise, oméga, c'est égal à quoi ? C'est la dérivée de θ par rapport à t. Hein. Donc c'est θ point de t. D'accord ? Voilà. Voilà, donc vitesse angulaire et la relation entre vitesse en mètres par seconde, vitesse linéaire, on appelle ça, et vitesse angulaire. Bon, alors maintenant, je vais exprimer, alors une fois que j'ai ça, je vais le réutiliser un peu après, je vais exprimer le vecteur vitesse dans le cas d'un mouvement, circulaire. Donc, j'ai mon point M qui tourne, le vecteur est tangent à la trajectoire, donc j'ai le vecteur V qui tourne. Alors, ce vecteur V, pour
pour le positionner, hein, pour l'exprimer, on utilise un vecteur unitaire qui est tangent à la trajectoire, hein, ut, hein, u tangent, et on exprime ça comme ça. Hein. Donc on écrit le vecteur unitaire, et bien c'est sa valeur, hein, v fois le vecteur unitaire ut. Alors, ce vecteur unitaire, petite remarque, c'est pas comme I et J, hein, c'est pas comme les vecteurs I et J, il est différent. Parce que, regardez, j'ai représenté dans 3 positions différentes, 4 positions différentes, le vecteur vitesse. Mais le vecteur unitaire, il bouge à chaque fois. C'est un vecteur qui dépend du temps. Hein, tandis que le vecteur unitaire petit i et petit j qu'on a vu jusqu'à présent, ils étaient fixes. Hein, toujours, le vecteur unitaire petit i, il est toujours horizontal, et le vecteur unitaire petit j, il est toujours vertical. Donc là, on a ce qu'on appelle un vecteur unitaire tournant. Donc là, le vecteur u de t, vous voyez, il tourne, il n'arrête pas de tourner. Donc je l'ai représenté là pour montrer que c'est un vecteur qui tourne. D'accord, voilà. Bon, alors maintenant, ce que je vais faire, je vais exprimer, hein, c'est ce qu'on veut faire, on veut exprimer le vecteur accélération dans un cas du mouvement circulaire. Donc je prends la définition. Hein. A, c'est la dérivée de la vitesse. Donc, et je viens de voir que la vitesse, je l'ai exprimée comme ça. Donc, c'est la dérivée, hein, du v fois u de t. Voilà, et je dois dériver tout ça. Alors, jusqu'à présent, quand on dérivait ça, on dérivait simplement la coordonnée, et puis ça, on le laissait comme ça. Mais c'est parce que i était constant, hein, le vecteur unitaire petit i était constant. Tandis qu'ici, on a un vecteur unitaire qui dépend du temps. Alors, je l'écris comme ça, d'ailleurs. Hein, le v dépend du temps, hein, c'est une fonction qui dépend du temps, fois le vecteur unitaire petit t qui dépend du temps. Voilà. Donc là, on a une dérivée de 2 fonctions, du coup. Hein, pas d'une seule fonction, de 2 fonctions. Donc on doit dériver un produit de fonctions. Voilà, donc là, c'est plus compliqué qu'avant. Alors, petit rappel de maths sur les dérivées de produits de fonctions. Hein, vous savez que la dérivée de u fois v, voilà, donc vous mettez ça comme ça, un prime, c'est u prime v plus v prime u, ou uv prime, hein, comme vous voulez. Hein, voilà. C'est ça. Bon, je vais l'appliquer. Donc le vecteur A. Donc la dérivée de la première, donc ça fait v point de t, hein, v point de t, fois la fonction, hein, fois u de t. Voilà. Plus la dérivée de la seconde. Alors, c'est-à-dire qu'on va dériver le vecteur unitaire. Voilà, on va dériver le vecteur unitaire qui dépend du temps, hein, fois v, hein, fois v de t. Voilà. Alors, on fait un peu le bilan. V point de t, eh bien, je peux l'écrire de cette façon-là. Je peux écrire dv sur dt, hein, c'est la dérivée de la fonction v par rapport au temps. Donc, je peux l'écrire dv sur dt fois u de t. Et ça, en fait, c'est la première partie, c'est ça. D'accord? Donc là, on a déjà démontré ça. Voilà, maintenant, il faut démontrer ça. Voilà, donc là, plus... Alors, le problème, c'est ça. Hein, c'est ce truc-là, c'est la dérivée d'un vecteur unitaire tournant. Alors, ça, c'est un peu compliqué. Donc, c'est la suite. Alors, dérivée d'un vecteur unitaire tournant. Alors, alors voilà, j'ai un vecteur unitaire qui tourne. Voilà, il faut le dériver. Alors, ce que je vais faire, d'abord, je vais exprimer le vecteur unitaire. Je vais projeter le vecteur unitaire dans le repère au xy. Alors, u de t. C'est égal à quoi? Alors, je projette, donc c'est-à-dire que le point là, ici, je vais le projeter, et puis je cherche cette distance-là. Donc, l'hypoténuse, c'est la longueur de mon vecteur, qui est un vecteur unitaire, donc elle vaut 1. D'accord? Donc, c'est le côté adjacent, donc ça fait du cosinus. Hein, donc ça, vous pouvez le vérifier. Hein, voilà. Donc, ça fait 1 fois cosinus θ. I, hein, fois le vecteur unitaire petit i, hein, fois i. Bon, le 1, je l'enlève, ça fait cosinus θ fois i. Voilà. Oui, alors simplement, ça c'est pour... oui, alors simplement, voilà. Donc là, j'ai mis l'abscisse. Maintenant, il faut projeter l'ordonnée. Voilà, c'est ça, donc c'est cette distance-là. Donc angle opposé par le sommet ou alterne interne, donc θ. Donc ça, je cherche le côté opposé. L'hypoténuse fait 1. Donc ici, cette distance-là, ça va faire 1 fois sinus θ. Donc plus 1 fois sinus θ fois le vecteur unitaire petit j. Donc u de t,
U de t, c'est égal, alors j'enlève les 1, hein, ça sert à rien, donc cosinus θ, alors attention, θ dépend du temps, hein, θ de t fois i, plus sinus θ de t fois j. En revanche, i et j ne dépendent pas du temps, ils sont toujours horizontales et verticales. Voilà. Bon, alors il va falloir dériver, il va falloir dériver ça. D'accord, il va falloir dériver ça. Donc là, il faut que je fasse un petit rappel parce que c'est pas si simple que ça. Alors, pourquoi c'est pas si simple que ça? Parce que, alors, je ne sais pas si vous avez vu la dérivée de la fonction cosinus et la dérivée de la fonction sinus. Bon, je suppose que c'est connu. Bon, puis si c'est pas connu, vous l'admettez. La dérivée de la fonction cosinus x, c'est moins sinus x, hein, et la dérivée de la fonction sinus x, c'est cosinus x. Bon, ça, vous l'admettez. Mais ce qui se passe, c'est que là, on n'a pas cosinus t, hein, notre variable, c'est le temps. On a cosinus de θt. Donc, on a en fait une fonction qui est composée de deux fonctions, la fonction cosinus et la fonction θ. Il y a deux fonctions là, d'accord ? Donc on doit dériver une fonction qui est composée de deux fonctions. Donc là, il y a une règle. Donc je vais d'abord faire un petit rappel là-dessus. Alors, dériver d'une fonction composée de plusieurs fonctions. J'ai pris ça comme exemple. Donc quand vous dérivez cette fonction-là, qu'est-ce que vous faites? C'est la fonction carrée, donc vous mettez un 2 devant. Voilà, 2. Donc 7x, alors 2 fois 7x moins 5. Et ensuite, vous dérivez la fonction affine. Hein, fois 7. Hein, voilà, dérivée de ça. Hein, c'est ça que vous faites. D'accord? Et puis vous dites que ça fait 14 fois 7x moins 5. D'accord? Voilà. Donc là, en fait, la fonction h de x, elle est composée de la fonction carrée, et elle est composée de la fonction affine. Donc j'ai écrit ici h de x, en fait, c'est f de g de x, et f, c'est la fonction carrée, hein, fonction f, fonction carrée, et la fonction g, c'est la fonction affine. Alors concrètement, comment on fait quand on doit dériver une fonction composée de plusieurs fonctions? Eh bien, tout simplement, on voit que vous avez dérivé la fonction carrée, et vous avez multiplié par la dérivée de la fonction affine. Donc, en fait, il faut faire le produit des deux dérivés. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je reprends ici. Donc, je dois dériver. Mon objectif, c'est de dériver ce vecteur-là. Donc, je le mets ici. Dériver de ce vecteur-là. Donc, ce vecteur-là, il a deux composantes, hein, deux coordonnées que je les mets. Et donc, il faut que je dérive tout ça. D'accord? Voilà, que je dérive tout ça. Alors, i et j ne dépendent pas du temps, donc eux, je m'en occupe pas, donc il faut que je dérive ça. Alors, la dérivée de cosinus θt, alors je dérive la fonction cosinus, donc ça, si vous le savez, tant mieux, si vous ne savez pas, vous admettez, c'est la fonction moins sinus. Hein. Donc, ça fait moins sinus de θt, hein. Voilà, et je dois multiplier par la dérivée de la fonction θ, hein, c'est-à-dire par θ point. Hein. Je dérive la fonction θ, je multiplie par ça. Petit i, plus la dérivée de la fonction sinus, vous l'admettez, si vous ne savez pas, c'est la fonction cosinus, donc cosinus θ, hein, θ de t, multiplié par la dérivée de la fonction θ, voilà, donc θ point. Θ point, ou θ point de t, on peut mettre, fois j. Voilà. Bon, et bien maintenant, là on a quasiment fini. Je rassemble mes résultats. Alors, on en était là, hein, on avait trouvé ça, il nous fallait trouver ce membre. Donc, il nous fallait la dérivée du vecteur unitaire u, qu'on vient de trouver, c'est ça. D'accord? Donc ça, je le recopie. Hein, je recopie tout ça. Voilà, c'est ça. Donc, je recopie. Donc, ça fait, alors v de t, hein, ici, v de t, multiplié par, voilà, donc par moins sinus θ, fois θ point, i, plus cosinus θ fois θ point j. Voilà. Bon, alors, donc ça, je recopie, dv sur dt u de t, plus, alors je peux mettre θ point facteur, donc ça fait v, alors je ne mets pas de t, hein, v fois θ point, θ point, donc ça on verra après ce que c'est, ça, quoi, je mets le reste hein, plutôt, donc moins sinus θ i plus cosinus θ j. Voilà. Alors θ point, qu'est-ce que c'est? Donc je reprends la vitesse angulaire, ce qu'on avait écrit ici. Θ point c'est oméga. Et oméga c'est v sur r. Hein. Donc θ point, donc ça fait v sur r.
Donc je mets ici donc, plus V fois V sur R, facteur de tout ça. D'accord? Et puis ici c'est pareil, hein, d'accord? Bon, ici je mets V point, hein, ça suffit, c'est plus simple, U de T. Voilà, et donc là, ici, on reconnaît le plus V carré sur R, hein, on reconnaît le plus V carré sur R de la formule ici, hein, V carré sur R. Alors maintenant, il y a ce UN qu'il faut expliquer. Pardon, là, il n'y a pas de point. U de T, je remets le reste. Ah. Alors, ça. Donc, il faut expliquer ça. Alors, je reprends donc ce qu'on a trouvé. Alors, attendez, pas que je me perde dans mes feuilles, moi. Voilà. Oh, voilà, non, ici, c'est pas mal, ça. Bon, alors, ici, j'ai représenté donc le vecteur U de t. Hein. Donc, on avait projeté, on avait trouvé cosinus θ, ici, on avait trouvé sinus θ. Alors, maintenant, donc, nous, la dérivée de ce vecteur, hein, la dérivée de U de t, ça donne un vecteur, hein, puisque j'ai l'abscisse, l'ordonnée, donc ça, j'ai un vecteur. Alors, quel est ce vecteur? Quelle est sa direction? Quel est son sens? Eh bien, là, j'ai son abscisse, alors, plutôt, c'est celui-là, hein, pardon, excusez-moi. Quel est ce vecteur ici? Donc là, j'ai son abscisse, et là, j'ai son ordonnée. Alors, son abscisse, c'est moins sinus θ. Alors, l'abscisse, c'est moins sinus θ. Alors, sinus θ, c'est cette longueur-là. Et donc, l'abscisse, c'est sur x, et moins sinus θ, donc c'est négatif, c'est dans ce sens-là, et moins sinus θ, ça représente cette petite distance-là, donc moins sinus θ, je le mets ici. Ça, c'est l'abscisse de mon nouveau vecteur. Ensuite, ici, son ordonnée, c'est cosinus θ. Alors, cosinus θ, c'est cette grande distance-là, mais c'est son ordonnée. Donc, du coup, je le mets ici, hein, voilà, son ordonnée, c'est ça, cosinus θ. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, alors voilà, hein, donc du coup, c'est comme ça plutôt, voilà. Du coup, je trouve ce vecteur-là. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ce vecteur? Eh bien, on voit que ce vecteur, il est perpendiculaire à celui-là. Donc, ce vecteur, on va l'appeler UN, hein, le vecteur unitaire normal, perpendiculaire à U de t, quand on tourne U de t de plus pi sur 2. D'accord. Donc du coup, ce vecteur-là, eh bien, c'est tout simplement UN. Ce vecteur-là, je mets fois UN. Voilà. Et donc fois UN. Et voilà, on a enfin fini. Donc c'était une démonstration longue et difficile, mais bon, utile pour ceux qui feront des études de sciences physiques l'an prochain.